pau. Nós já com as mãos amarradas. Ele amarrou o parceiro com 8 metros a minha distância. Me amarrou num pau. E primeiro deu 2 tiros no meu parceiro. Deu um tiro numa perna, não quebrou. Deu um tiro na outra perna, quebrou. Ele amarrado no pau. Aí veio e olhou bem na minha cara de 50 centímetros, meio metro. E disse assim: nós vamos te matar. Eu vou te matar. Eu olhei nos olhos dele assim. Não falei nada, mas eu vi a morte. Une autre balle casse le fémur d'Isaias. Par miracle, il se détache en rongeant ses liens. Acharné, il rampe 5 jours dans la forêt et survit en mangeant des feuilles avant d'être sauvé par un Amérindien. Maragno, son ami, est enterré à cet endroit. Depuis 10 ans, dans l'impunité la plus totale, les pogroms se multiplient en Guyane française. Un des rares survivants, Raimundo, en a fait lui aussi les frais en 1998. No dia que aconteceu foi dia 18 de junho. Eu estava em casa quando eles chegaram. Eles bateram todas as outras pessoas que estavam ao lado. Depois, quando eles bateram todo mundo, aí eles voltaram, esconderam debaixo da casa os outros. Aí o Jean mandou que eles viessem lá em casa, porque ele sabia que eu tinha uma espingarda dentro de casa, um rifle lá e uma arma curta. Aí ele disse: tu vai lá, chega lá, tu diz pra ele que não vai ter nenhum problema com ele, que se ele entrega a arma, que não tem nenhum problema pra ele, que se ele não entregar a arma, que vai matar toda a criança que tá lá do lado dele, que tinha 2 meninos pequenos, criança lá na casa. Ele disse: se ele não entregar a arma que ele tem, que vai matar toda a criança. Aí a mãe da criança, que fica de joelho no chão, chorando, pede que eu entregue a arma. Aí quando eu entrego a arma pra eles, aí eles pegam e correm, aí sobe umas 15 pessoas lá em cima, que bateu, quebrou tudo a minha cabeça. Quebrou tudo a minha cabeça, a minha costela, quebrou tudo o meu dedo, que ficou tudo deformado. Aí quando depois demorou uma meia hora eles me batendo, quebrou tudo, eu já não via mais nada. Aí ele fala pro jandarme, quando o jandarme vem, fala assim: ele quer matar o Michel e a Sanson. Ele quer matar o Michel. Aí a polícia chega, que bota a algema no meu braço, me leva algemado, mas eu não estava vendo mais nada também. Aí me leva para a prisão. Quando eu tô lá, aí o Jean Bernard chega e mete um revólver na minha cabeça, uma pistola na minha cabeça. Fala: tu que matou, fala se foi tu que matou, que eu quero te matar agora. Aí o jandarme fala assim: não, espera, Jean Bernard, espera que vai ter uma solução. Ele disse: não, porque eu quero matar esse brasileiro, porque é safado, porque não sei o que. Aí o policial procurou para ele: tu conhece ele? Ele disse: eu conheço. Ele já fez uma coisa mal para ti? Ele disse: não, mas agora ele fez. Eu conheço ele, é mecânico, mas eu quero matar ele. Aí o jandarme fala: não. Ele vai para a prisão depois que vai saber se é ele que fez. Aí quando eu venho para Caiane, eu ficar 7 meses e 21 dias preso no isolamento. Eu não posso falar com a minha família, não pode falar com nada, porque a polícia não deixa. Fiquei pesando 45 quilos, porque eu não podia comer. Não tinha dente, não nada, quebrou tudo a minha boca. Todo dia que eu dormia, eu só dormia com a boca para baixo, eu ficava vomitando sangue. 3 meses que eu fiquei lá, fiquei vomitando sangue todo dia botando sangue pela boca, todo dia. Não podia comer nada. Laissé dans cet état, Raimundo ne voit un avocat qu'après 3 mois. Il est libéré et innocenté après 7 mois et demi de détention. En juillet 2002, il est arrêté à la frontière et expulsé du territoire français vers le Brésil, d'où il reviendra le lendemain. Ciao. Agora, o que mais me impressiona, Zé, é que a polícia de Maripaçu-Lá sabe e vê de tudo que Jean Benan faz. Sabe e vê. A polícia vai lá dentro do garimpo, vê o que ele faz. O supê. A polícia disse que quer pegar o supê. Eu desminto. Porque o supê passava 2 vezes por semana na barreira da jandarmaria. Zé. Ia e voltava pro garimpo passando na jandarmaria. Zé. Ele mata o pessoal, quebra o pessoal, aleja, aí vai entregar para a jandarmaria. A jandarmaria sabe de tudo que o Jean Benan faz. Aí Jean Benan fala que ele que manda lá, em Maripaçu-Lá, ele que manda, porque ele paga para mandar. Porque sabe que se for pego, o Jean vai cair. Porque ele disse que no dia que for pego, ele vai contar todos os podres do Jean. Então a polícia está segurando.
Chaque jour, de nouveaux témoignages confirment les premiers. Aujourd'hui, on compte 6 survivants, dont un Français. Mais pour combien d'anonymes disparus? C'est la première fois que de tels actes peuvent être imputés à une organisation. Il y a sans doute eu des procès d'actes de barbarie individuels, disons. Vraisemblablement de gens qui ont des problèmes, mais bon. Mais là, on est en face de quelque chose de concerté, d'organisé, de systématique. Nous sommes bien en France, dans un état de droit, et il y a une zone de non-droit qui a été, je l'ai dit au début, sûrement tolérée par l'autorité publique, qui a longtemps fermé les yeux. Moi, pour celui pour lequel j'ai déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction, je dois vous dire que c'était un combat avant que ça ne démarre. Je suis parfois blessé par cette présentation, par cet affichage des choses. Il n'y a pas de volonté délibérée de ne pas faire. Or, c'est parfois ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de négligence de principe, c'est parfois ce qu'on nous dit. L'État n'a pas demandé de laisser tomber Maripa Soula. Le procureur ne se désintéresse pas de Maripa Soula ou d'autres zones. C'est pas vrai. On travaille là-dessus. On fait des efforts là-dessus. Le 17 mai 2002, le sénateur brésilien de l'Amapá, Gilvan Borges, réagit et écrit à Jacques Chirac après avoir reçu William Pereira da Souza. Monsieur le Président, dans cette année de la grâce du Seigneur de 2002, où le monde entier commémore le bicentenaire de Victor Hugo, ce géant qui a dénoncé les misères accablantes que subissent les ouvriers, les laboureurs, les travailleurs dans ce monde ingrat, je viens attirer votre attention sur les conditions pénibles que subissent des ressortissants brésiliens en Guyane, réduits encore de nos jours aux indignités du plus complet esclavage dans les travaux d'exploitation minière. Monsieur le Président, je vous demande avec empressement de vous renseigner vous-même et d'employer les puissances dont vous disposez pour aider à y mettre fin. À la même époque, Armand Moussa et Lando sont condamnés à 5 ans de prison correctionnelle pour torture et actes de barbarie sur la personne de Claude Ivan. Même peine par contumace pour souper poïté. Des gendarmes ont été dépêchés à Maripa Soula, mais Métal, situé en territoire surinamais, reste hors de leurs compétences. Le piroguier amérindien qui nous pilotait a refusé de nous y emmener. Monsieur Jean Bénat, qui habite Kourou et Orpaille toujours légalement à Dorlin, nous a fait savoir qu'il n'était pas disponible pour répondre à nos questions. En attendant, le SAMU de Cayenne note pour la Guyane une augmentation de 98% des blessures par arme à feu entre 2000 et 2001. Lors de notre passage à Maripa Soula, à 2 pas des restaurants brésiliens engrillagés, la jeunesse s'amuse chez Dédé. Mais ici, les lois Bushinengue traditionnelles ont été depuis longtemps supplantées par celles des chercheurs d'or. Et la nouvelle génération au pouvoir s'est forgé des rêves de puissance et d'autonomie. À la moindre étincelle, la violence explose. Ce soir-là, une jeune femme est poignardée. Dans la panique, elle est amenée au dispensaire. Le coupable blessé s'y rend lui aussi pour se faire soigner et y est interpellé. Mais les amis du coupable attaquent le dispensaire. Un gendarme est étranglé qui s'en tirera grâce à l'arrivée des renforts. Mais à qui profite ce système et où va l'or? Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont associés dans une affaire d'orpaillage. Des affaires juteuses pour beaucoup, qui sous couvert d'un chantier légal, développent sous les arbres une multitude de petits chantiers illégaux. Peu de frais et pas d'impôt sur la production revendue au comptoir de la frontière brésilienne. Entre l'or déclaré et l'or réellement produit, l'écart est immense. Plus de 5 tonnes d'or déclarées par an selon les douanes. Mais combien en réalité? 40 et voire plus, affirment certains orpailleurs. Et à qui profite cet or illégal? Il y a un bijoutier de la place, et c'est connu, bon, je ne vais pas le citer parce que c'est un honorable bijoutier, mais qui refuse d'acheter les pépites des opérateurs locaux,
Et il nous dit fortement que les femmes de militaires au service de l'État qui sont là pour assurer l'ordre viennent lui vendre des pépites à des prix défiant toute concurrence. Casse la baraque. Normalement, pour avoir le droit à travailler dans ce secteur, il faut donner des pots de vin. Que ça peut arriver à 2 ou 3 kilos d'or. Que ça représente un euro plus de 25 000 euros. Alors à qui on donne ça? À toute l'administration qui entoure le secteur. C'est-à-dire ONF, DRIR, il y a plusieurs administrations.